Merci à tous, bonjour Grand Contrôle, merci d'être venus si nombreux et de nous avoir attendus, excusez-nous pour le retard. Merci à Guillaume, Margot et Théo de rendre cette discussion possible. Merci aussi à Grand Contrôle de consacrer une semaine entière au skate. Chers invités, merci aussi d'être ici. On va tenter de répondre à une problématique. Est-ce que le skate est encore une contre-culture? Vous avez 2 heures. Non, en vrai, vous avez juste 1 heure. Et après, il y aura 15 minutes, je crois, de questions au public. Donc, dans le cadre de ce week-end, de cette semaine spéciale skate, donc, Grand Contrôle a décidé de consacrer une discussion donc, au skate. Et donc à la trottinette électrique. Non, pardon, ça sera la seule vanne, hein, c'est promis, elle est nulle. Donc, à l'heure où le skate est donc une discipline olympique, il y aura 2 épreuves donc aux Jeux de Paris. Je parle sous le contrôle du coach de l'équipe de France. Il y aura une épreuve de ball, c'est bien ça, et une épreuve de street. Ouais, exactement, une épreuve de parc et de street. Voilà, donc, mais je ne suis plus coach de l'équipe de France. Ah. Désolé Mathias, on ne m'avait pas prévenu. Donc, à l'heure où le skate est devenu une discipline olympique, est-ce qu'on peut encore parler de culture street et de contre-culture? Avant cela, je vais présenter nos invités. Donc, sur la droite, je regarde mes notes, désolé. Nous avons Thomas Courteil, qui est réalisateur. Filmeur et réalisateur. À ta droite, nous avons Gwendoline Ledesma, créatrice du magazine de skate féminin Magdezine. À ta droite, nous avons Ranja Kanouni, professeure de skate et trésorière de l'association Relax, qui défend le skate féminin. Et encore à droite, Mathias Thomer, fondateur du skatepark de Chelles et feu entraîneur de l'équipe de France, mais coach de skate. Donc, vous pouvez les applaudir. Donc, pour démarrer, je vous propose de revenir aux origines du skate. Donc, à l'époque où le skate était une discipline street, parce que le skate est né dans la rue dans les années 70. En fait, on parle de surfeurs qui finalement, les jours où les vagues étaient mauvaises, allaient rider des piscines vides dans les suburbs de Los Angeles. Et c'est pour cela qu'on parle de discipline, donc d'une discipline urbaine à la base. Selon vous, qu'est-ce qui reste de cet esprit-là aujourd'hui, de cet esprit des Z-Boys et des pionniers que sont Stacy Peralta, Jay Adams et compagnie? Mathias, tu veux commencer? C'était quand même le plus proche historiquement. Off the wall, ouais. Sauter le mur, essayer de trouver un endroit propice pour pouvoir s'exprimer, être créatif et jouer surtout. Voilà, jouer, s'amuser, c'était à mon avis leur principal objectif, de jouer, de s'amuser, d'avoir un certain sens de l'esthétisme dans ce jeu, non pas forcément un jeu avec un ballon, mais plutôt une expression corporelle. Et pour cela, il fallait donc sauter une barrière ou sauter une palissade ou une maison, si je puis dire, enfin voilà, une clôture, je cherchais le mot, pour rentrer dans les piscines et pour pouvoir y faire du skate. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. On a plein de clôtures, on a plein de palissades, et pour pouvoir s'exprimer, on est obligé de sauter et encore pour pouvoir faire avancer notre pratique. Voilà. Thomas, peut-être? Non, globalement, je suis d'accord. C'est l'essence même du skate, c'est de faire du skate là où on n'est pas censé en faire forcément. C'est faire quelque chose avec un objet qui n'est pas fait pour, un banc qui devient un ledge, une sculpture qui devient une courbe, et ça c'est resté et ça restera malgré les Jeux Olympiques, malgré les contests à 1 million d'euros de prize money, ça sera toujours là. Il y aura toujours des gens qui se rassembleront entre potes. Il y a ça aussi, la sensation de crew. On fait rarement du skate tout seul, donc c'est se regrouper, aller à un endroit où on n'a pas forcément besoin d'aller, enfin on n'a pas forcément le droit d'aller, et faire ce qu'on aime faire, sans points, sans coach, même si voilà, maintenant il y en a, mais avec juste des potes, et faire ça à un endroit où on n'est pas censé le faire, quoi. Donc là, cette pratique est restée, la pratique en groupe, ouais. Cet esprit du collectif. On associe souvent le skate aussi à un esprit cool, un esprit un peu rebelle.
C'est quelque chose qui est resté. Peut-être Gwendoline ou Oranja. Oui, moi je dirais que c'est même, puisque nous on est là notamment pour parler du skateboard féminin, c'est même quelque chose qu'on va retrouver d'autant plus dans le skateboard féminin, où on est dans une société où on a des injonctions aux femmes à faire attention, à pas se faire mal, à pas prendre trop de place. Et une meuf qui skate, c'est une meuf qui dit en fait non, moi je vais prendre l'espace, moi je me sens légitime dans l'espace, moi j'ai pas peur de me faire mal, j'ai pas peur d'avoir des bleus sur mes genoux, de saigner parce que je suis tombée, de me relever et d'y aller, même si à la base on m'a pas dit c'est pas un espace pour moi, j'ai envie d'y aller, j'y vais. Et cet esprit-là qui était là dès le début chez les surfeurs de Los Angeles, on le retrouve tout à fait aujourd'hui chez les skateuses qui sont là en mode vas-y, j'ai envie, je prends. Alors, est-ce que cette contre-culture, elle demeure grâce à cet esprit-là, grâce au fait que on skate même aujourd'hui en Iran. Est-ce que c'est une façon de perpétuer justement cet esprit des débuts, le fait que des filles s'emparent du skate et que dans des pays justement en conflit, on skate également. Alors que aujourd'hui, quand on parle des États-Unis, c'est une discipline où il y a des millions de dollars en jeu, on imagine, avec des grosses marques également qui sont dans le jeu. Est-ce que c'est une façon pour le skate de demeurer une contre-culture? Question un peu longue, désolé. Moi, je pense que de toute façon, le skate, ça veut plus rien dire. Il y a vraiment, il y a vraiment plusieurs types de skate. Il y a le mec dans la rue à Paris, il y a le mec dans un stade aux US, il y a les femmes qui skatent par exemple dans des pays extrêmement compliqués pour le skate et encore plus pour le skate féminin, comme l'Iran, l'Afghanistan, tout ça. C'est pas du tout le même skate. Je pense que le skate, ça veut plus rien dire. C'est un peu un truc de média mainstream de dire la grande famille du skate et tout. C'est pas forcément vrai. Il y a autant de skateurs presque que de façons de voir le skate. Et il y a certaines parties du skate qui sont restées extrêmement rebelles et d'autres qui le sont pas du tout. Et autant les années 70, c'était quand même un truc où les profils se ressemblaient beaucoup des skateurs. Voilà, c'était donc les Z-Boys, des gamins de Dogtown, un quartier un peu défavorisé de la banlieue de Los Angeles, qui skataient parce qu'ils avaient un peu que ça à faire, ils n'avaient pas le droit d'aller à d'autres endroits, c'était compliqué. Maintenant, le skater, ça peut très bien être un Parisien qui travaille dans la com ou le marketing, et comme ça peut être un mec qui vit sur les canapes des potes et qui skate tous les jours. Est-ce que le skate est une contre-culture? C'est compliqué parce qu'il y a vraiment plein de skates. Je pense qu'il y a plein de côtés qui restent contre-culture dans le skate, mais il y a aussi tout un pan où on a laissé tomber le côté contre-culture, quoi. Enfin, je veux dire, ça se voit, comme vous l'avez dit, les JO, quoi. Enfin, c'est pas très contre-culture, les JO. Alors, il y avait déjà est-ce qu'on peut considérer que les jeux extrêmes, les X Games, est-ce que c'était pas une sorte de Jeux Olympiques déjà du skate? C'était les Jeux Olympiques de la télé, ESPN qui avait organisé ça pour avoir de l'audience, avoir de l'argent, de la communication, enfin de la publicité. Donc c'était déjà là. Ça a souvent été, très 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 souvent, le skate a été confronté à une sorte de compétition. Puisque pour faire un virage dans une piscine à 3 mètres avec une petite planche en bois très très fine, c'est déjà une grosse compétition. Et je pense que ce côté et rebelle et compétition du skate, c'est une chose inhérente à la pratique. À partir du moment où on défie l'équilibre pour essayer de faire des acrobaties, ça n'a rien à voir avec taper dans un ballon ou mettre une balle dans un filet ou je sais pas moi, ou jeter un javelot, ça n'a rien à voir. Et à partir du moment où on défie cet équilibre, on rentre dans une forme de rébellion et de compétition également. Alors, puisqu'on parle des JO, on sait que c'est un sujet qui divise un petit peu la communauté. Dites-moi si je me trompe. Alors, je voudrais vous citer cette phrase. Le skate n'a pas besoin des JO, mais les JO ont besoin du skate. À votre avis, qui c'est qui a dit ça? Tony Hawk. Quiz. Pas loin. Tony Hawk. C'est un autre Tony. Ah, c'est un autre Tony? Alva. Tony Alva. Ah, Tony Alva. Ouais, Voilà. Une phrase de Tony Alva. Ouais, Qu'est-ce que ça vous évoque, cette phrase? Ouais, c'est clair. C'est clair. Forcément, de jeter une Vous boule, validez? de jeter un javelot, de sauter dans du sable, de courir à 4 sur une piste, ça fait chier. Les gens, les nouvelles générations, ça les emmerde grave. Alors que de faire un méchant crook sur un rail à la télé devant des milliards de téléspectateurs, là c'est vraiment cool. Et donc ils ont vraiment besoin de nous pour faire beaucoup d'argent. C'est ça le but, c'est de faire beaucoup d'argent? Non, je pense que c'est un des buts, bien sûr. Mais aussi, ils se sont rendus compte que la pratique du skate pouvait se faire sans coach, sans entraîneur, sans club, partout dans le monde. Et donc, pour des questions de santé, c'est une discipline et une pratique
qui peut se faire très facilement. Ça s'est vu pendant le Covid, où les gens n'avaient pas besoin d'un dojo ou d'un terrain de tennis ou d'un terrain de basket. Désolé pour les basketteurs, mais bref, ils avaient besoin de rien pour rouler dans la rue. Et donc, en termes de santé pour les jeunes générations, c'est hyper intéressant. Et je pense que l'OMS a poussé sur ces valeurs-là pour faire en sorte que cette discipline intègre les Jeux. Mais il y a aussi quand même une notion financière et de business, puisque les Jeux ont du mal à trouver des pays hôtes, ont du mal à se projeter au-delà de 2032. Je crois que ça va être Melbourne. Après, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas grand monde qui voudrait prendre les Jeux parce que ça coûte extrêmement cher. Et donc, avec une discipline comme la nôtre, ça peut devenir beaucoup plus facile financièrement. Peut-être que ce que je peux vous demander individuellement, plutôt pour ou plutôt contre les JO? Enfin, le skate aux JO. Moi, je vais dire pour, parce que de toute façon, voilà, les X-Games, en fait, le contest, on peut pas l'enlever du skate, plus maintenant, on peut plus le faire. Je trouve ça cool quand c'est des gens comme Mathias qui sont impliqués dans le skate depuis avant ma naissance, depuis 30 ans. Le mec fait tout pour le que le skate. 40, non, mais non, 40, justement, 40, mais c'est trop bien, quoi. Ça veut dire que ça fait 30 ans qu'il fait ça, et heureusement qu'en fait, ça traverse la tête des gens. Donc, je sais pas comment ça se passe au niveau de la fédé, de machin, d'appeler un gars comme Mathias pour faire ça. Tant que c'est géré par des gars comme ça, je suis pour. Les mecs, enfin voilà, les mecs comme Aurélien Giraud et tout, qui, voilà, peut-être notre chance de médaille et tout. De toute façon, ils iraient faire des contests. Alors, limite, je préfère qu'ils représentent la France, je crois, que juste leur personne pour aller gagner 500 000 euros sur un 3-6 flip. Genre, c'est pas grave, les contests, ils seront de toute façon là. Donc, les JO, pourquoi pas, tant que c'est dans la main des skateurs. Tant qu'il y a un minimum de réflexion, tant que les skateurs sont invités à la table, en fait. C'est ça, parce que la récupération, c'est un truc de toute façon touche. Enfin, il y a les JO, mais il y a aussi la mode, le fait que, je sais pas, Dior, Chanel invite 3 pecnos pour pousser sur un défilé. C'est le même problème, c'est pour rajeunir l'image de marque, c'est exactement pour les mêmes raisons. Tant qu'il y a des skateurs qui sont invités à la table, pourquoi pas? On pourra pas l'empêcher de toute façon. Donc, ouais, pourquoi pas? Ouais, plutôt oui. Allez. Ok, Gwendoline. Bah, je suis plutôt d'accord avec Thomas. En vrai, il y a des côtés pour, des côtés contre. Et en fait, si on inclut les skateurs dans les JO, dans l'organisation des JO, je veux dire, et ben, ok. Si c'est bien fait, pourquoi pas. Ok, Ronja. Oui, et je trouve intéressant de voir comment, parce qu'on a déjà eu des Jeux Olympiques avec des skateurs à Tokyo à l'époque. Tu étais encore coach de l'équipe de France, tu y étais d'ailleurs. Et c'est intéressant de voir comment les skateurs se sont emparés de cet événement-là et on en fait quelque chose où ils ont ramené leur touche personnelle. Les skateurs à Tokyo, ils ont roulé dans le village olympique. On n'a jamais vu un mec d'équitation venir avec son cheval et galoper dans le village olympique. Le skateur, il est venu, il a trouvé un spot, il a skaté dans le village olympique, il a fait des images et ils se sont tapés des barres au milieu du village à s'amuser sur les différents modules qu'ils ont trouvés. Et c'est une approche complètement nouvelle. Le skate féminin, elles ont été saluées, les skateuses de parc, il me semble, pour leur côté fair play. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont halluciné. Ils ont dit, en fait, elles se sont encouragées. Il y avait une petite japonaise qui galérait. Elle a réussi à mettre un tricks à la fin. Elles sont allées la porter en mode, t'es chez toi, bon, t'as pas la médaille, mais vas-y, continue, t'es trop forte et tout. Et ce côté-là où on se soutient et où on se hype pour la réussite des autres, alors qu'on est en compétition sur le sport. Au JO, ils étaient hallucinés, en fait. Ils étaient là, genre, mais en fait, c'est quoi ces gens tout frais, tout jeunes, tout contents, qui arrivent à avoir une cohésion de groupe tout en étant en compétition et que ça soit pas malsain. Alors qu'il y a d'autres sports, il y a des sports, ils se sont pétés des tibias, ils se sont mis des lames de rasoir. Enfin, c'est violent quand même, les Jeux Olympiques, des fois. Et là, vraiment, on leur a chamboulé leur monde en mode, en fait, on peut faire du sport autrement et en étant dans la fraternité, en fait. Donc, plutôt oui, mais donc avec cette approche, donc en conservant cet esprit qui est très propre au skate finalement, c'est ce que tu dis. Si tu me tends une perche et tu parles de skate féminin, il y a un vrai renouveau du skate qui passe par les filles en ce moment. On pense notamment à Charlotte Im, la française qui est une super skateuse, mais ça skate au Brésil, ça skate au Japon. Donc là, au JO, il y avait des skateuses japonaises de 11 ans. Je crois que la championne olympique, elle avait 11 ans, il me semble. Si elle avait 13 ans, mais on en a une de 12 ans qui a été médaillée aussi. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette place grandissante des filles dans le skate actuel? Ouais, c'est trop bien. Ça défonce. Parce que c'est une approche qui est particulière, qui est différente et qui est complémentaire avec tout ce que j'ai pu voir par le passé, par mes longues années sur un skate. Et pendant longtemps, on était un peu seul entre garçons.
Et là, non, c'est du gros fun. C'est très très bien. Ça ouvre complètement le champ de vision. C'est excellent. Alors c'est super intéressant que Ouais. tu parles de ça, puisque je pense que tu dois être le coach le plus inclusif du skate, parce que tu coaches à la fois des seniors, des enfants, des parents, des grands-parents peut-être. Oui, Donc des tu es plutôt bien parents. placé pour savoir Ouais, qui ouais. skate. Oui, des personnes qui ont aussi des handicaps, etc. Il n'y a pas de souci. Et puis j'ai eu la chance j'ai la chance de coacher aussi Charlotte. Et j'ai eu la chance d'être au parc à Tokyo et j'accompagnais Madeleine Larcheron. Voilà. Et pour la petite histoire, tout le monde était content pour le run de la japonaise parce que c'était son 3e essai. Elle essayait de faire son run. Elle était au Japon devant sa famille. Sa famille n'était pas là puisque c'était le Covid, mais il y avait une grosse pression et rien que de faire son run, ce qui était le 3e, donc la dernière chance, tout le monde était au taquet, quoi. Nous, on a complètement pété les plombs pour elle parce qu'elle était vraiment en panique. Et ce qui est vrai, c'est que les journalistes, eux, n'ont absolument pas compris. Moi, j'étais là. Ils demandaient à Madeleine, mais pourquoi qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre truc là? Vous n'êtes pas les uns contre les autres? Ouais, on est les uns contre les autres, mais là, elle vient de faire un tricks de ouf, voire un run chambé. Donc yes, on y va quoi. Donc c'était ça un peu le truc. Et donc la pratique féminine a été totalement illustrée, enfin totalement en partie illustrée lors de cette compétition olympique de parc. Et ce qui est complètement nouveau et frais, puisque par le passé, les compétitions de skate, quand je repense à Tony Hawk, aux œils, ça c'est dans les années 80 qui se tirait la bourre, ou même toutes les compétitions de skate dans les années 80, c'était pas très très funky à chaque fois. Et ça travaillait des tricks. Chaque nouveau trick te permettait de passer à un échelon supérieur en termes de compétition, de passer des qualifications au final, etc. Donc c'était la bataille de tricks. Et c'était bien hard. Bon, là, ça l'est toujours, mais avec un autre regard. Gwendoline, toi qui es aux avant-postes, comment on traite l'actu de skate féminin dans un magazine? Moi, j'ai choisi de la traiter assez normalement. Enfin, je vais pas poser des questions que les médias mainstream vont poser. Par exemple, ça fait quoi d'être une fille qui fait du skate? Ça, c'est une question que j'ai jamais posée. Et je vais juste poser des questions normales qu'on peut poser à une skateuse comme à un skateur. Et puis voilà, je vais m'intéresser à sa pratique, à ses habitudes, à ce qu'elle fait en dehors, ses projets. Voilà. Alors justement, il y a un atelier qui est en train de se monter et qui va démarrer début mars dans le 12e, qui sera dédié au skate féminin. Ce sont des ateliers gratuits et qui sont ouverts à toute personne sur inscription. C'est ce que j'ai appris ce matin en participant au premier atelier. Vous avez été au courant, j'imagine, de la création de cet atelier? Peut-être qu'on peut en dire un mot. Oui, en fait, c'est dans le cadre du Paris sportif. Donc, la ville de Paris organise plein de choses, notamment pour favoriser la pratique du sport féminin. Et en partenariat avec la fédération de skate au niveau départemental, ils organisent des ateliers de skate féminin gratuits pour encourager la pratique féminine du sport. Et dans ce cas particulier du skate, ils le font aussi dans d'autres disciplines sportives dans Paris. Merci pour ce point. Mathias, peut-être ce que tu peux nous dire, c'est comment tu as vécu, toi, de l'intérieur, les JO? Comment dire, à Tokyo, c'est une épreuve qui était complètement nouvelle pour vous. C'était super chaud. C'était super chaud. Vous vous rappelez, il y avait le Covid, donc galère dans l'avion, galère... pour résumer, moi, j'étais isolé dans une chambre où on m'apportait à manger. Donc, j'ai vu pratiquement personne. Je n'avais pas le droit de sortir de la chambre, ni d'aller dans le couloir, ni d'aller à la réception. J'avais isolé. Le seul moment où je sortais, c'était pour aller sur le parc, pour les entraînements ou les phases qualificatives, la compétition. Et j'étais pas dans le village olympique. Les coachs et coachs adjoints étaient à l'extérieur. Donc, classique, dans les compétitions, on est souvent hôtel et skatepark. Et là, c'était vraiment dur. Vraiment dur. Vraiment, genre, personne. Et une grosse pression pour arriver à l'heure sur le site olympique, puisqu'il fallait que je commande un taxi
la veille. Donc il y avait une sorte de flotte de taxis à Tokyo qui était dédiée aux coachs et aux athlètes. Donc il fallait vraiment réserver son taxi à la minute près. Au Japon, c'est... Alors là, aujourd'hui, j'étais un petit peu en retard de 15 minutes. Au Japon, c'était mort. Non, mais là, on n'aurait pas accepté, Ils m'ont dit direct, dès le premier jour, 3 à 4, voire 5 minutes maximum, sinon le taxi se barre. Donc il fallait commander ce taxi la veille, être sûr qu'il soit bien là en fonction des horaires qu'on m'avait envoyés pour les entraînements ou autres. Et puis après, après, ils me déposaient dans une zone olympique et puis il fallait que je retrouve un peu le skatepark. Et pour retrouver le skatepark, il y avait des sécurités, je sais pas, peut-être 4-5 contrôles avant d'arriver au parc. Donc le premier contrôle, ils acceptaient pas ma planche de skate, par exemple. Après, tout ce qui était boisson interdit, tout ce qui était nourriture interdit, etc. Très compliqué. Mais on est des skateurs, donc forcément, j'ai réussi à amener mon skate tous les jours, parce qu'à chaque fois, ils me prenaient la tête. Et chaque fois, je disais, mais mec, t'es un fou, fais pas ça. Et voilà mon expérience, le côté un peu opprimé des choses. Sinon, le côté positif était ce moment extraordinaire qui a été le parc, ou les sessions, les qualifications, etc. Imaginez que c'était... donc il n'y avait pas de public malheureusement, mais on écoutait du Joy Division, Run DMC, Minor Threat, en plein milieu des jeux. Les journalistes, ils hallucinaient. On était là à skater derrière. Alors la sécurité nous disait non, attention, pas ici, pas là, etc. Ça skatait à droite, à gauche. On sortait les téléphones, on se faisait des stories, enfin, alors que Instagram était interdit, etc. Bref, un bonheur absolu. Et puis voilà. Après, ce qui était aussi bizarre, c'est de revenir en France et du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, toc, tout s'arrête. Il y a une énorme pression pour y aller, une énorme pression sur le site. Vous êtes un peu au centre du monde pendant 10 jours, et puis du jour au lendemain, vous arrivez, Charles de Gaulle, bonjour, au revoir, salut. Voilà. Voilà les jeux. Mais à Paris, ça va être différent, parce que vous serez tous là. Si vous êtes déjà là ce soir, c'est que j'espère que vous serez tous là à la Concorde, au taquet. Enfin, j'espère. En même temps, il n'y a pas trop de billets. Alors justement... Je crois que personne n'a un billet ici là, pour aller à la Concorde. C'est intéressant qu'on parle des billets. Si, il y en a un. Yeah, bro. Les autres, vous ferez comme moi à la télé ou de loin. C'est intéressant que tu parles des billets parce que je crois qu'on est nombreux à avoir été choqués par le prix. Il était supposé y avoir des places à 24 €, mais que personne n'a réussi à choper. Est-ce que des gens ont réussi à choper des places à 24 €? Non. Et ça passe tout de suite à 90 €. 90 € pour aller voir du skate, ça semble délirant. Mais tout est parti, hein. Tout a été vendu. Moi, je ne suis pas dans l'organisation des jeux, mais je sais que tout est parti, alors qu'il restait pas mal de place pour le basket 3-3, par exemple. Dommage pour le basket, mais... Ouais. Est-ce que ça ne vous choque pas, ce tarif Alors, on sait que c'est les JO, on parle d'une compétition mondiale, mais 90 € pour aller voir du skate. Ouais, on n'y va pas, du coup. Quand même. Moi, c'est pas le tarif qui me choque, hein, c'est plus le côté... on est à Paris, bon, il y a Shell... On aimerait bien avoir un skatepark. On nous dit il y aura les jeux, des gros investissements, et on nous fait un skatepark éphémère, place de la Concorde, dont il paraît qu'on va peut-être récupérer des morceaux à droite à gauche. Pourquoi c'est 2 semaines après les jeux, on n'est pas sûr qu'on aura un skatepark digne de ce nom à Paris, quoi. Pourquoi moi, c'est plus ça que le prix des billets qui me choque. Ouais, mais ça, je pense que c'est à nous, skateurs, de se démerder pour avoir un skatepark à Paris. Moi, j'habite Chelles. Il y avait 45 000 habitants il y a 25 ans. C'est Chelles en banlieue parisienne, quoi. Oui, mais et on a fait un skatepark. Oui, mais c'est l'histoire du skate en Ile-de-France qui est fait comme ça. Il se trouve Paris... que le meilleur skatepark est à Chelles. Et c'est vrai que Paris manque d'une infrastructure un peu de référence. Je pense que c'est aux skateurs parisiens et parisiennes, de vous bouger les fesses et d'y aller. Do it yourself. N'attendez pas la mairie ou le département ou la région. Alors, s'il vous plaît, je voudrais un curb. Non, fais le curb. Je voudrais un plan incliné à un rail. Non, fais le rail. Je voudrais une petite cabane. Fais la cabane. Fais ton skatepark. Ouvre. Paris, c'est grand. Regardez Grande Contrôle. C'est un immense skatepark. Pourquoi les skateurs parisiens n'ont pas investi ce lieu avant Grande Contrôle? C'est aussi con que ça. Et pourquoi c'est pas Shell qui a eu l'organisation? Parce que c'était le passé. Non, on aurait pu avoir, alors peut-être pas l'organisation, mais la partie parc,
puisqu'on a on a construit un skatepark avec l'aide de Vans pour un Vans Park Series. Normalement, les Vans Park Series auraient dû être des épreuves qualificatives pour l'épreuve parc au jeu, et malheureusement, Vans a changé d'optique. Ils n'ont pas réussi à s'entendre avec le CIO dans cette perspective-là, parce que ça coûte très très cher, et je pense que le CIO a dû demander beaucoup trop d'argent. Et Vans est sorti de ce circuit-là, et donc voilà. Oui, parce que Vans fait partie des sponsors historiques, évidemment, des épreuves de skate. Et donc là, Vans n'a pas réussi à s'entendre avec le CIO. Ouais, ou le CIO n'a pas réussi à s'entendre avec Vans. J'en sais pas plus. Ce que je sais, c'est que quand même cette société-là arrivait à construire des skateparks, à faire des événements, et à donner tout clé en main pour les épreuves qualificatives olympiques. Et puis ça n'a pas abouti. Je pense que la société, enfin Vans, cherchait à expliquer au CIO que voilà, il y avait déjà tout été fait. Qu'est-ce qu'il fallait de plus? Et je pense que le CIO a dit ce qu'on veut encore plus, c'est tout l'argent possible de chez Vans pour être dans cette histoire de circuit olympique, et ça n'a pas fonctionné. Donc nous, ayant un skatepark fait par Vans en grande partie pour ce qui est du bowl, donc eh bien voilà, ça n'a pas été jusqu'au bout. Et pour revenir sur l'idée du skatepark à Paris, place de la Concorde, c'est une chance inouïe. Il y a des sports comme le basket qui se retrouvent à Lille. Enfin, je suis désolé, je parle toujours du basket parce que je sais que tu aimes bien le basket et j'ai envie de te tailler un peu. C'est gentil. Non, mais il y a plein de sports qui vont être... le couteau dans la plaie. Ouais. Voilà, lui, par exemple, François va aller à Lille. C'est ça, c'est Lille, hein? C'est Lille en première semaine et Bercy en deuxième. Voilà. Nous, c'est place de la Concorde. Tranquille, au cœur du poulet. Est-ce que c'est un bon spot? Est-ce que c'est un bon spot? Je sais pas, moi je suis d'accord avec Ranja en fait. Genre, bah justement, à Shell, Vans a payé, ou en partie, j'en sais rien, le bowl des Vans Park Series. Et aujourd'hui, moi qui ne fera jamais un seul Vans Park Series, peut aller dropper dans le bowl à Shell parce qu'il est encore là. Et ça, c'est quand même cool. Là, va y avoir je ne sais pas combien de millions d'euros dépensés pour ce parc. Ça risque d'être cher, je pense, même s'il n'est pas fabriqué pour durer et tout, ça va être cher. Et il va être rasé le lendemain de l'épreuve. J'en sais rien comment ça va se passer, mais ce skatepark va disparaître. Et c'est vrai que Paris manque cruellement d'un espace. Enfin, il y a le GP18, mais au final, ça n'a jamais complètement séduit les pratiquants. Il y a la Muette, mais pareil, le bowl, quand on voit ce qui se fait à Shell, par exemple, c'est une abomination, le bowl de la Muette. Il y a Cladel, c'est pas un skatepark, c'est un street spot, c'est un DIY illégal, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas un skatepark. Donc non, moi personnellement je trouve ça vraiment dommage. Le truc qu'ils auraient pu faire vraiment cool avec les JO, c'était de dire vas-y, on vous fait un vrai skatepark, parce qu'en plus c'est là pour rester un petit peu quand même, sans penser forcément aux pratiquants dans la rue, enfin on va dire la masse de pratiquants, rien que pour les champions Paris. Enfin il y a très peu de champions d'ailleurs qui viennent de Paris d'ailleurs dans l'équipe des JO, non? Il y a Robin, il vient de Lyon, Aurélien il vient de Lyon. Alors l'équipe des JO n'est pas encore tout à fait, parce qu'il faut se qualifier tout ça jusqu'au mois de juin 2024, mais il y a Charlotte. Oui, il y a Charlotte. Il y a Charlotte qui vient de Paris, mais voilà. Paris, qui est né à Paris. L'élu, quoi, parce que sinon Vincent, il vient du Sud-Ouest. Enfin, c'est parce qu'en fait, on n'a pas d'infrastructure à Paris, à part le COSA, quoi. On va à Shell, c'est le seul endroit où on peut vraiment skater sur des formats de contest, machin. Il y a qu'à Shell. Sinon, il n'y a pas de skatepark à Paris qui font ça. Donc c'est plutôt un rendez-vous manqué, du coup. Ah, c'est une erreur. L'occasion de se doter d'infrastructures dignes de ce nom. En termes de pub pour la pratique du skate, c'est génial, la Concorde, tout ça, blabla. Il y a tous les gamins qui vont passer, qui vont dire à maman, je vais aller acheter un skate. J'espère qu'ils le feront dans un skate shop au moins. Mais sinon c'est horrible. C'est trop dommage. En termes d'écologie, plus que sûrement, en termes de budget, en termes pour les pratiquants, c'est trop dommage. Et encore, c'est un euphémisme. Ouais, j'allais dire occasion manquée peut-être pour le skate parisien. Après, à l'échelle de la France, l'arrivée des Jeux Olympiques, ça permet de débloquer des fonds pour construire des skateparks partout en France. On a un truc tout neuf à Calais, on a un truc tout neuf à Perpignan, on a plein d'endroits en France où en fait ils ont construit des skateparks, notamment grâce aux fonds qui ont été amenés avec cette histoire des Jeux Olympiques. Et même si nous, de notre point de vue de Paris, on est un peu déçus de ne pas avoir notre skatepark de folie du Feu de Dieu qu'on aurait pu skater pendant 15 ans en étant trop refait, peut-être qu'à l'échelle du pays aussi, on peut avoir un avis différent parce qu'en fait, il y a plein d'endroits qui ont bénéficié de ça pour construire des lieux et des spots qui vont rester longtemps et bénéficier au skate en France, même si ce n'est pas le Parisien qui va continuer à streeter entre deux poubelles comme avant, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est quand même un sujet, c'est un peu une arlésienne, c'est-à-dire que les infrastructures et le skate, en tout cas à Paris, on a l'impression que c'est un sujet sans fin, que ça n'arrivera jamais, quoi.
Il y a ici, il y a moyen. Les skateurs parisiens, allez-y, mettez-vous avec grande contrôle. Et le truc, il est là. Le skatepark, parce qu'en fait, c'est un ancien bâtiment SNCF. Je crois, ce que tu me disais. Nous, à l'époque, à Chelles, en 99, on cherchait des bâtiments de ce type-là, notamment Cernam, enfin, ancien bâtiment SNCF, et on a loué C'était des cours de tennis. Des cours de tennis, voilà. On a pris un ancien cours de tennis et on l'a loué pour le transformer en skatepark. Et je pense que le tennis à Paris, il est quand même bien fourni. Je ne parle pas de Roland-Garros, mais de toutes les autres structures. Et il y a juste à y aller, quoi. Il faut juste ouvrir le truc. Tu rigoles, mais il y avait un projet à Suzanne Langlais, non? Ouais, non, mais je pense qu'il faut pousser dans ce sens-là et vraiment vous essayer de vous mettre ensemble. À titre associatif, c'est déjà fait, mais et d'y aller, quoi, de le faire vraiment. C'est ça qui. En même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un skatepark à Paris? Puisque Paris est un skatepark. Bon. Alors que Chelles, le centre-ville de Chelles, c'était tendu quand même. Donc il nous fallait un skatepark pour. Donc voilà. C'était quoi ce projet, Ranja? Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, après, en fait, ça se concrétise pas pour l'instant à Paris, mais il y a quand même des acteurs qui essayent de faire sortir un skatepark digne de ce nom de terre. À chaque fois, il y a différentes contraintes qui font que ça ne se fait pas forcément, mais il y avait justement ce projet à un moment donné du côté de Suzanne Langlaine. Il y avait un terrain où il y avait cette idée de construire un skatepark. Pour l'instant, ça n'a pas abouti, ça reste dans les cartons au cas où. Ça reste une piste. Peut-être qu'un jour, on aura un grand skatepark à Suzanne Langlaine. J'essaye de pousser un petit peu pour la période des Jeux, d'avoir un spot qui pourrait se réouvrir. Pendant la période de Paris 2024, enfin des Jeux, pardon, ça serait les bassins de la Tour Eiffel. Spot mythique. J'en profite, je me dis, tiens, c'est peut-être l'occasion jamais de pousser un peu le truc. C'est très compliqué. L'idée, ça serait d'essayer d'avoir une pratique libre pendant 2 mois, pendant la durée des Jeux, dans les bassins. Peut-être que tu peux préciser que c'était un spot mythique dans les années 80. Oui, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas. Ouais, il suffit juste de le vider et ça devient un skatepark magique, pilier ouest, Tour Eiffel, juste en dessous. On va essayer, on essaye, c'est assez compliqué, mais... Parce qu'il faut convaincre du coup la mairie de Paris. La mairie de Paris, je pense que ça va être assez facile, mais après, c'est ceux qui gèrent les parcs et jardins, puis la Tour Eiffel, etc. Il y a le maire de l'arrondissement, etc., la voirie et tout, il y a du monde. Ouais. Oui, on peut supposer que le maire d'arrondissement ne doit pas être hyper branché skate, mais non, pas du tout. Me tromper. Ouais, pas du tout. On est dans le 7e ou le 8e? Alors là, grande question, je ne suis pas parisien. Peut-être que les Parisiens ici savent dans quel arrondissement est la Tour Eiffel. Non, il n'y a pas de Parisiens. Ok, d'accord. La Tour Eiffel, vous ne savez pas du tout dans quel quartier c'est, non? Personne. Bon. Non. Je voudrais juste profiter du regard de Thomas, pardon, je vais y arriver. En tant que réal, est-ce que tu estimes que les jeux sont bien filmés? Est-ce que tu as pu voir les jeux de Tokyo? Qu'est-ce que tu penses de la façon dont sont filmés les jeux? Est-ce qu'il y a des progrès à faire? Ouais, mais en même temps, c'est compliqué parce qu'ils ne sont pas habitués. Nous, le skate, ça se filme beaucoup au fisheye, donc un objectif très grand angle où tu essayes de coller au maximum le skater pour donner une impression de dynamisme, pour tirer sur les perspectives, pour que les marches aient l'air plus grosses qu'elles en ont vraiment l'air, mais en fait, quand tu les skates vraiment, elles ont à peu près cette taille-là dans ta tête. Mais en fait, ils peuvent pas faire ça parce qu'ils sont, dans leur tête, ça disjonct complètement. Imagine le filmeur, il rentre dans le skater, par exemple, parce que ça arrive dans une compétition qualif, quart, demi-finale. Il est possible que sur un run d'un gars, à un moment, le filmeur se trompe de trajectoire et gêne. Pour un contest score, le mec, il va rigoler, il va dire bon, t'inquiète, vas-y, on y retourne. Dans les JO, les mecs, ils vont pas comprendre. Ils vont dire putain, donc là, le caméraman a gêné le run d'un mec qui vient de l'autre bout du monde pour le faire. Mais là, il y avait Stéphane Laurence qui était une légende du skate, qui est une légende du skate, pardon, et qui est impliqué dans les JO là. J'en ai parlé avec lui, il m'a dit que voilà, ils avaient rejeté l'idée du fisheye, par exemple, donc il n'y aura pas de follow cam pour les JO. C'est dommage parce que au-delà du fait que les cadreurs de Tokyo faisaient pas un taf incroyable en termes de vidéo de skate, mais on s'en fout parce qu'en fait, ce qu'ils filment, ils veulent montrer les tricks et ça, ils le font très bien. C'est pas très dynamique en fait. On regarde des skateurs faire des points, mais il n'y a pas du tout une mise en avant de l'esthétisme qui est quand même super important dans le skate. Et la vidéo de skate, je pense que les premières vidéos de skate vraiment, moi en tout cas, je trouve vraiment cool, c'est les années 80, les triléparts de Natas et tout. Et c'était
c'était déjà filmé avec un fisheye, tout était fait pour essayer de retranscrire ce dynamisme, et ça avec des caméras foutues sur des grues qui bougent à 2 à l'heure avec un mec qui joue avec un joystick, il y a zéro dynamisme quoi. C'est le même, tu filmes un terrain, c'est le même mec à mon avis qui filme le foot et puis après qui filme le skate quoi. Il y a pas d'approche particulière. Quand j'ai travaillé au Red Bull Conquest là, qui était un contest au Trocadéro, ils étaient trop cool hein, l'équipe, hein, mais les mecs ils ont jamais skaté de leur vie et donc ils filmaient avec une vague idée de comment ils devaient filmer le skate quoi. Il y avait que les fisheye, il y avait que les follow cam qui avaient skaté ou qui étaient des filmeurs de skate quoi, parce que là tu dois avoir une compétence technique propre aux filmeurs de skate, mais sinon c'était des gars voilà, ils filment de la danse le lundi, un talk show le mardi et le skate le mercredi quoi. Et c'est vrai que ça pêche un peu sur le rendu quoi. Oui, du coup là il y a peu de chance qu'en 2024 Zéro, le skate nada. soit ouais. Je crois que c'est mort. Ouais. OK. Voilà. Je crois que c'est mort. Comme ça c'est réglé. En tout cas pour l'instant. Enfin, c'était quand même plutôt dommage puisque la France est un pays qui a une culture skate assez forte. Donc on pourrait être en droit justement d'avoir une réal à la hauteur. Surtout en termes d'image, on a des mecs qui ont influencé le skate, la vidéo de skate mondiale. Enfin, French Fred notamment, Fred Mortagne, qui a quand même. Il y a toute une Photographe et période. réalisateur. Ouais, voilà, il y a une période entre, je sais pas, moi, 2004 jusqu'à 2012-13. Le mec, tout le monde essayait de copier ce que faisait French Fred. Et le mec vient de Lyon, quoi. Enfin, donc oui, on a une culture skate et et vidéo de skate qui est énorme, mais c'est ouf qu'ils ne contactent pas, par exemple, un gars comme Fred qui a une exposition énorme pour ce genre de truc, quoi. D'ailleurs, il me semble que Fred, il a créé un angle de vue. Oui, Tu peux nous en parler, Mathias. le frangle. Ouais, le frangle, ouais. Le frangle. Alors, pourquoi on ne fait pas appel à ces gens-là Qu'est-ce qui manque? Il faut qu'on entretient la fédération. Je rejoins tout à fait Thomas là-dessus parce que l'esthétisme du skate est hyper important et c'est vrai que là ça pêche. Ça pêche. Ils essayent de le faire notamment aux épreuves de championnat du monde là avec des follow cam et donc les épreuves qualificatives, mais pas le jour des jeux et c'est bien dommage. J'espère qu'ils vont trouver le moyen de donner du dynamisme et de l'esthétisme. Ils ont encore un peu de temps pour le faire, mais là c'est vrai que c'est le truc qui fait un peu chier. Ouais. Ça, c'est clair. Les photos, alors moi je suis pas photographe du tout, hein, mais voilà, à force de bouffer des magazines, tu finis par dire ok, ce truc là il est cool shooter comme ça et tout. Ça laisse de la liberté, hein, tu peux faire d'autres trucs, mais il y a quand même certaines façons de shooter certains trucs. Et un des trucs qu'on apprend, mais le premier jour où tu fais de la photo de skate, c'est pas de shooter par derrière. C'est-à-dire que si le mec est sur le rail, t'évites de se mettre au niveau de son cul avec ton fisheye, t'as plutôt envie de voir la planche de l'autre côté. Et au JO de Tokyo, je me souviens que ça avait un peu choqué tout le monde. Il y avait des photos qui avaient été publiées par le compte officiel des JO. Le mec au fisheye, c'était un pari perdu. Il essayait à chaque fois de se foutre du mauvais côté du rail ou du mauvais côté du ledge, quoi. Et je crois qu'il y a eu des milliers de commentaires qui étaient en mode mais laissez faire les gars qui en ont un peu fait de la photo skate. Surtout qu'il devait y avoir Don Grego à l'époque qui devait être là-bas. Il y avait Don Grego, il y avait Atiba Jefferson, Voilà. il y avait Jimmy Owens, celui qui a fait Transworld et tout ça. Voilà. En fait, c'est même pas les photographes qui prenaient des mauvaises photos, c'est après les jeux qui sélectionnaient pas forcément les bonnes photos. Ils se butaient à prendre le truc qui était pas bon dans la série de photos. Et voilà. Mais Don Grego aussi le même souci, hein. C'est-à-dire que sur 150 photos, ils vont prendre les 2 photos qui sont à peu près moyennes et c'est celles-là qu'ils veulent absolument. Et en plus, ils s'amusent à recadrer, etc. Donc c'est une guerre perpétuelle. C'est en ça où je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Il faut absolument que les skateurs s'emparent des jeux. Même, c'est pour ça que j'y suis allé d'ailleurs. Je préfère y aller et essayer de faire quelque chose plutôt que de voir notre culture, notre pratique complètement se faire déchirer. Donc là, j'espère il y aura encore assez de skateurs têtus pour faire en sorte que tout ce qui va être retransmis en termes d'images, photos, vidéos soit bien fait. Je suis assez déçu pour l'histoire du fisheye sur. Je savais pas. En tout cas, les dernières infos. Moi, c'est les dernières infos que j'ai eues il y a 2-3 semaines. Ouais, ça pique. Ouais. Ça pique. Et juste, j'en profite parce que Mathias est là. Mais en fait, Mathias, il avait donné un interview dans Free, qui était qui est une référence dans le skate, que sur les JO. C'est ça que tu avais fait. Hein, oui. Et cette interview, elle était vraiment, vraiment bien. Et je crois que c'est. Enfin, j'en parle maintenant, mais c'est une des seules raisons, je crois, pour laquelle j'ai accepté le. Enfin, j'ai commencé à accepter l'histoire des JO, c'était parce un skater, du coup, un mec qui sait ce qu'est le skate, y participait, donnait son avis et donnait sa perspective sur le projet qui avait beaucoup plus de sens que juste le comité des JO. Dès qu'ils font quelque chose, ils ratent la cible tout le temps. C'est incroyable. Hein. Genre, les photos, la vidéo, c'était toujours raté. Les mecs sont bons. Enfin, les mecs, au moins, ils appellent les bonnes personnes. Mais ils traitent trop ça comme le tir compétitif ou le 100 mètres, le 110 mètres, quoi. Et c'est pas possible. Je sais pas si le skate a encore une contre-culture, mais c'est sûr qu'on peut pas être traité comme. Tu peux pas essayer de retranscrire ce sport comme tu retranscris, voilà, la gymnastique ou le 110 mètres, c'est pas possible.
Merci de revenir au sujet de base. Non, mais tu parlais des VHS de skate qui ont été très importantes dans la culture, des gens qui ont grandi avec le skate dans les années 80-90. Est-ce qu'on retrouve cet esprit-là sur Instagram aujourd'hui, quand on sait que c'est le médium numéro 1 du skate? Ouais, ça c'est un débat à part entière. Instagram et la vidéo de skate, ça prend 1000 ans. Hein. C'est un enfer, c'est trop bien aussi. Ça permet à des gamins à l'autre bout du monde de se faire remarquer par des marques et de ne pas avoir besoin que le collègue il ait la dernière caméra avec le setup qu'il faut et tout. Mais par exemple, ça a été un enfer. Avant, une vidéo skate, ça prenait 5 ans à filmer. Tu la foutais sur une VHS, tu la vendais aux kids à travers le monde. Les kids ils regardaient tellement de fois la vidéo qu'ils tuaient la bande. Et après voilà, la vidéo, elle était tellement matée, elle influençait tellement le skate. Maintenant, tous les jours, tu as un projet de 40 minutes qui sort à New York, à Paris, où tu veux. Déjà, nous, maintenant, vu qu'on est habitué à des clips de 1 minute, sur les 40 minutes, on en regarde, allez, si les mecs sont vraiment forts, 15. Et genre, en vrai, Instagram, ça a niqué le temps d'attention des gens, mais du skater moyen. Et ça a complètement détruit la capacité des skateurs et des filmeurs d'attendre. De se dire, genre, ok, là, on coffre. Je parle pas des pros, parce qu'il y a quand même des mecs, des grosses marques qui donnent des gros budgets à des gars qui, eux, vont se buter pendant 2-3 ans. Mais sinon, le groupe de potes, maintenant, tu filmes le clip le vendredi et le samedi soir, ton pote il dit tu me l'envoies, je veux le mettre sur Insta. Non, j'aimerais bien le coffret. Peut-être qu'on peut faire un projet plus long, une avant-première, un événement. Enfin voilà. Et ça, Instagram pour moi, ça a détruit tout ça quoi. Mais c'est quand même trop bien sur plein d'aspects évidemment. Et on est tous dessus, mais voilà. Gwendoline, Instagram c'est trop bien ou c'est tout pourri? Moi, je suis pas photographe, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait un magazine papier en fait et pas un magazine sur un site internet, enfin un blog, parce que c'est cool aussi, par exemple, de regarder des vidéos longues ou alors d'imprimer les photos, d'être plus de faire durer l'objet, qu'il ait une vie un peu plus longue, quoi. Que Instagram, on swipe, on voit une photo d'un photographe et à chaque fois ça me fait tellement de peine de voir un photographe qui a fait une photo sur une après-midi entière. Il va la poster sur Instagram, il va avoir 500 likes et c'est fini. Voilà. C'est un peu dommage. Ton regard, du coup, Ranja, sur cette culture Instagram qui a... Pour le skate en général, je pense qu'il a dit, il y a du bon, il y a du mauvais, des avantages, des inconvénients. Je pense qu'au niveau du skate féminin, une des choses que ça a apporté, c'est que pendant longtemps, il y avait des filles un petit peu à droite à gauche, mais pas forcément beaucoup au même endroit. Et en fait, ça a permis de rendre ça visible et du coup de faire émerger quelque chose. Je me souviens qu'à un moment donné, ils avaient fait un Battle at the Berrics pour les femmes. Et ils avaient lancé, c'est un Game of Skate, une compétition, des duels de skate entre skateurs. Et ils avaient fait ça pour les femmes. Et ils avaient dit, postez vos vidéos et on vous sélectionnera peut-être pour faire le Battle of the Berrics féminin. Et là, pour la première fois depuis que je m'étais mise au skate, on était inondé de vidéos de meufs super fortes qui faisaient des tricks dans tous les sens, partout dans le monde. Et d'un seul coup, ça devenait concret qu'en fait, partout dans le monde, il y avait des meufs qui skataient et qui géraient, quoi. Et ça, Instagram l'a permis parce que de n'importe où dans le monde, tu pouvais poster ton tricks, tu avais tagué le bon truc. Moi, à l'autre bout de la planète, je pouvais le voir, j'allais voir le truc et je m'étais amusée. Mais tu pouvais scroller et voir 5, 10, 100, 200 nanas qui faisaient des tricks de folie. Ou peut-être que toi, à l'échelle de ton skatepark, il y a peut-être une fille qui arrive à mettre un peu un tricks et tout. Et là, tu vois, en fait, elles sont des centaines dans le monde à faire des tricks de fou et c'est trop bien. Et ça a eu cet effet-là et cet effet positif-là qui est quand même à noter. Alors du coup, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'on peut dire que le skate est un sport global aujourd'hui? Est-ce que le skate est un sport global? Puisqu'on part d'un sport de niche qui était pratiqué par... quelques surfeurs dans des bowls, dans des piscines vides, donc à Los Angeles. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est un sport global, en sachant qu'il est pratiqué dans plein de pays? Oui, enfin, de mon point de vue, oui, et tant mieux, c'est cool. Hein, et ça reste, de par sa pratique qui est assez difficile, d'avoir cet équilibre, etc., ça reste quand même toujours des gens un peu en marge qui vont vers cette pratique-là. Et c'est au niveau mondial, on peut tout de suite être pote avec n'importe qui à travers le monde qui essaye de pratiquer la planche comme on l'entend, quoi, dans le street, etc. Donc c'est devenu global et c'est pas un problème plus que ça, à mon sens. Alors je ne le voyais pas du tout comme un problème justement, mais alors, d'où viennent les skateurs et les skateuses importantes du moment aujourd'hui? Quels sont les pays de skate émergents? Paris. La France.
Émergent, tu as quand même le Japon, le Brésil, qui sont très très forts. Là, il y a une Australienne qui fait des folies. Chez les hommes aussi, le il y a Japon, des c'est une Australiens grande qui culture sont du forts. skate. Ouais. Le Brésil aussi, ils ont 4-5 générations de skateurs. Le Japon, c'est pareil, ils sont en taquet. En pays émergent, je sais pas. Le truc, par exemple, avec le Japon qui est hyper intéressant, c'est qu'ils ont complètement shifté leur culture skate. Il y avait des projets qui s'appelaient par exemple Lens dans les années début 2000. Les mecs, ils maniaient les caméras à cassette, les fisheyes super larges, ils skataient que la nuit, des spots inskatables. Avec une esthétique. Avec une esthétique hyper marquée, léchée. hyper japonaise. Tu voyais 2 secondes de la vidéo, tu savais que c'était au Japon, tu savais que c'était des gars là. C'était le contraire du formatage. Tu voyais ces mecs, tu savais qui c'était. Ils ont super influencé des gars de France, même des marques comme Magenta, des filmeurs comme Minuit Audiovisuel à Bordeaux et tout. Et maintenant, le Japon, enfin, je sais pas si c'est vrai parce que je suis pas dans ces trucs de JO, mais j'ai l'impression qu'ils les ont tous mis à l'académie, quoi. Et maintenant, tous les gamins au Japon, ils font des full cab board slide comme si on était en snowboard. Et ils le font super bien. Et pareil, les gamines, là, je sais pas quel âge elle a, celle du mondial, mais elle est trop forte. C'est ça qui est impressionnant, c'est l'âge en fait. On a des athlètes qui démarrent très tôt. Ah ouais, ils démarrent. Qui sont déjà à être. Ouais, très tôt. Un Mais je niveau crois que le exceptionnel. projet Lens que tu dis existe toujours. Il y a la Lens 3. existe, non, il vient de existe, sortir bien sûr, tout. mais avant Non, c'était le seul truc qui sortait du Japon. Maintenant, Oui. on voit comment il s'appelle, le mec trop fort. là. Yuto Yuto, voilà, Oui. Yuto Rigome. Sora, tout Des ça, mecs bien qui sûr. ont un skate beaucoup plus classique finalement que ce que les mecs de Lens apportaient. Et Yuto Rigome était un des meilleurs skateurs du monde, c'est indéniable, mais il a plus cette patte, ce truc qui faisait que le skate était certes global, mais chacun avait un peu sa culture, amenait un peu son truc. Le skate à la française, c'était pas le skate à la ricaine, c'était pas le skate à la brésilienne, c'était pas le skate au japonais. Maintenant, c'est vrai que les contests internationaux, les JO, et puis peut-être même en partie Instagram, ou même non, juste Internet, le fait qu'on soit un monde beaucoup plus, enfin c'est la mondialisation. On est influencé de partout et on a du mal à garder, nos propres influences. Mais en vrai c'est ouf. Le Japon c'est vraiment un des exemples où ils sont passés de skater des trottoirs comme ça de manière trop stylée où tu dis putain mais j'ai le même devant chez moi, pourquoi je skate pas ça, à le même rail qui est à travers le monde sur 12 marches au contest et faire le même trick que tout le monde mais en mieux quoi. C'est un peu bizarre, mais c'est intéressant. Comment vous expliquez que des ados, voire des pré-ados, arrivent à remporter des compétitions aujourd'hui au plus haut niveau? Quand on est adolescent, on est très très fort mentalement. non, c'est juste parce qu'ils se sont mis à la pratique, surtout la pratique féminine qui s'est développée récemment. Les plus jeunes s'y sont mis et forcément ils ont pu performer assez rapidement. Mais les plus jeunes de Tokyo deviennent les un peu plus vieux là pour Paris 2024. On voit notamment la brésilienne Raissa qui était très très jeune à Tokyo, donc c'était à 2 ans. Hein, donc là, elle a pris 2 ans. Le niveau est incroyable et le niveau ne fait que augmenter. C'est juste parce qu'il y a une génération de skateurs, et notamment chez les femmes, qui a pu accéder aux compétitions à un âge précoce parce que c'est la pratique féminine s'est développée à cette époque-là d'une manière fulgurante. C'est juste pour ça, parce que chez les gars, il y a bien sûr certes des jeunes, mais le cœur des athlètes, si je peux les appeler comme ça, ceux qui font des compétitions, ont plutôt 20-25 ans, quoi. Et chez les femmes, c'est ce qui va arriver d'ici 2-3 Olympiades, si on parle en termes d'échelle olympique. Pour Los Angeles 2028, elles auront toutes 18, 19, 20 ans, 25 ans. Et Raissa sera encore là et elle va dominer le monde comme un Nadal a dominé le tennis ou comme un Jordan a dominé le basket, quoi. C'est juste parce que là, c'est une génération incroyable. Mais ça ne veut pas dire que ce soit forcément des tout petits et des jeunes qui maîtrisent le skate aujourd'hui. Alors, est-ce que cet esprit de compétitivité, de compétition, est-ce qu'il n'y a pas un risque de formatage justement? Ce qui formate les skateurs, c'est surtout les spots. Et les compétitions, on retrouve à peu près le même 12 marches avec le rail, le même bump to curb, etc. C'est ça qui formate. Et donc quand on a des skateparks qui se ressemblent tous et sur lesquels il y a des compétitions au niveau international qui sont toujours à peu près sur la même chose, il est là le problème. Et il faut, je pense qu'au niveau mondial, il faut que les skateurs arrivent à faire changer la donne et avoir des skateparks complètement différents d'un site à un autre pour pouvoir justement rester très très large en termes d'éventail, de caractéristiques et de style de skater. Là pour le moment c'est rail, marche, rail, marche, rail, marche. Pour que le skate finalement ne devienne pas un sport comme un autre. C'est ça. Est-ce que c'est pas le risque justement à terme? Ouais.
c'est vraiment le spot. Moi, je pense que c'est ce spot-là qui nous a permis à nous, Français, de nous démarquer. Les mecs de Bordeaux, les mecs de Lyon, les mecs de Paris, etc., comme le Japonais, comme les Brésiliens, comme les Américains. C'est ce qu'on a utilisé qui était à côté de chez nous, le trottoir ou la piscine, comme les Californiens. Et il faut garder en tête qu'il faut absolument pousser à faire des spots totalement différents pour avoir un éclectisme. Qu'est-ce que c'est le spot de street à l'heure actuelle à Paris? On est à Répu, on est à Bastille, on est au Palais de Tokyo, on est où? Le trottoir parisien est connu mondialement, c'est celui qui roule le mieux. Moi, je suis venu en skate ici, c'est magique. À Paris, on roule sur le trottoir, c'est parfait, quoi. Il y a d'autres villes. Je prends ne serait-ce que Lisbonne. Lisbonne, c'est que des pavés, c'est chaud Lisbonne. Hein. Faire du skate à Lisbonne, Barcelone est parfait aussi pour ça. Donc pour moi, Paris, c'est le trottoir. Vous confirmez? Ouais, Paris est une ville de street de toute façon. Hein. C'est une ville où il fait incroyablement bon skater, quoi. Parce que tu peux cruiser de spot en spot, parce qu'il y a beaucoup le mobilier urbain s'y prête extrêmement bien. Ce qui n'est pas du tout le cas, voilà, par exemple de Lisbonne ou Berlin, où typiquement tu vas louer un vélo et faire du spot hopping, quoi. Tu vas partir d'un spot, tu fais du vélo, deuxième spot, vélo, troisième spot, mais tu explores moins, en tout cas pas de la même manière. Paris, c'est vraiment une ville cool pour streeter, vraiment. Enfin, même si tu voyages, même si tu as la chance d'aller sur des villes cool et tout, franchement, Paris, c'est une des meilleures villes où streeter en Europe, quoi. Est-ce qu'il y a une autre ville en France qui a ce potentiel de skate, qui est aussi skateable que Paris? Bah, souvent, c'est les grandes villes, mais Bordeaux, c'est trop petit. Bordeaux, c'est trop petit. Marseille, c'est cool. On pense à Lyon aussi, non? Lyon, ça a mal vieilli. Ça marche. Lyon, ça a mal vieilli en termes de spot. Hein. En vrai. Enfin, je pense. Oui. Maintenant, ils sont beaucoup dans les skateparks. Il y a toujours des gros skateparks. Quand il y avait Gerland et tout. Maintenant, c'est vrai que. Non, Paris, hein, c'est vrai que. Marseille a un gros potentiel. Là, il y a un nouveau spot, la Plaine. Ils ont refait toute une place. Et il y a une grosse scène qui se développe autour de Marseille, notamment. Voilà. Oui, il y a le bol du Prado, qui est quand même un lieu. Ouais, mais ça, alors, c'est une autre pratique, du coup. Ça n'a plus rien à voir avec le street, ouais. Mais oui. Enfin, en termes de lieu, je veux dire. Ouais, bah oui, le bol du Prado, ouais. Mais pareil, le bol du Prado, ils l'ont refait, non? Je sais plus. Ouais, plus ou moins, oui. Je crois qu'ils ont refait la surface il y a quelques années. Ils l'ont refait, mais en moins bien, il paraît. Ouais. Bah, ça, ils sont jamais contents quand ça change. Il y avait un skateur marseillais au JO. Oui, Vincent Matteron. Vincent Matteron. Qui est un enfant du Prado, quoi, pratiquement. Comment, justement, les athlètes s'étaient préparés au JO? Ouais, je parle d'athlètes, c'est terrible, hein, tu vois, même moi je suis formaté. Comment les skateurs et skateuses Ouais, non, les athlètes sont des athlètes de haut niveau, les skateurs, hein, depuis très longtemps, depuis le premier jour. Et je dis ça par rapport aux athlètes des années 70, des skateurs des années 70. Non, mais en fait, est-ce qu'ils étaient excités comment ils l'ont vécu de l'intérieur? La préparation des Jeux, comment ça s'est passé? En dehors du contexte, alors qui était très particulier, effectivement, que tu racontais très bien tout à l'heure, le Covid, etc. Qu'est-ce que ça a changé pour eux par rapport à une compétition? C'est chaud. C'était compliqué puisque c'est un événement planétaire, donc il y a une pression planétaire qui se pose doucement sur vos épaules. Et avec le Covid, c'est encore plus compliqué. On a eu des soucis aussi de qualification, parce qu'il fallait se qualifier pendant 2 ans et le Covid a tout arrêté. Donc plutôt que d'avoir 4-5 épreuves pour se qualifier, finalement il n'y en avait plus qu'une seule. Donc une grosse pression, c'était au mois de mai ou juin 2021. Et puis après, être capable de sortir son trick le jour J sur le fameux rail de 12 marches, ça c'était assez dur. Et la préparation était très très dure, très très compliquée. Pour vous donner un exemple, avec Charlotte, on s'est préparé au climat japonais, enfin asiatique, qui était très très chaud et très humide, autour de 40, enfin au mois d'août, 40 degrés avec un taux d'humidité vers 95%. On a essayé de recréer ces conditions-là et de s'entraîner avec ça. On n'a pas pu intégrer les différents dispositifs qui étaient proposés en France, notamment à l'INSEP, qui avait une salle spécifique pour toutes les autres disciplines là-dessus. Nous, skateurs, on n'a pas eu le droit d'y aller, même pas une seule fois. Donc, pour vous donner un peu les détails du truc, j'ai acheté une friteuse. J'ai pas mis d'huile, mais j'ai mis de l'eau. On s'est mis dans les sanitaires du skatepark à Chelles, donc dans les toilettes. J'ai bâché toutes les toilettes avec du plastique pour que ça soit vraiment hermétiquement complètement fermé. Et puis j'ai mis donc cette friteuse à 40 degrés
Donc avec plein d'humidité, on a pris des vélos et on a pédalé dans les chiottes pour se donner un petit peu le climat japonais qui est extrêmement difficile. 40 degrés, 95% d'humidité pour faire du skate, c'est super chaud. Et on s'est entraîné comme ça à raison de 1 à 2 heures par jour à pédaler en essayant de... au début, quand on pédalait, on avait ne serait-ce que notre téléphone pour essayer d'envoyer un message ou impossible. On arrivait à peine à parler, on était complètement éclatés. Parce que je le faisais avec elle, parce que moi aussi j'allais à Tokyo, non pas pour skater mais pour coacher. Et je me suis dit tiens, ça serait peut-être bien de... Et puis au bout de 3 semaines à mois, tranquille, on était là, on prenait nos téléphones, on parlait, on discutait et ça nous a vraiment aidé à aborder ce truc-là. Et ça faisait partie des souvenirs de préparation qui étaient assez particuliers pour Tokyo. Merci Mathias. Quelles sont les chances de médaille pour les Jeux de Paris? Ouais, avec tout le public qui est là, tout le monde a des places, des billets avec la famille, tout ça, tout le monde sera là-bas. Non, ça va être super chaud. Les chances de médaille, parc et ball, je pense qu'à domicile, il y a moyen d'avoir l'or en street, homme, et en parc, homme, et peut-être une médaille aussi. Oh, non, en même temps, c'est dans 1 an et demi. Je ne veux pas trop lancer des pronostics. C'est assez compliqué parce qu'il faut se qualifier. Donc, j'ai pas envie de leur porter la poisse et tout ça. Il y a encore beaucoup de. Mais si le skate est porté comme il se doit par le public français, si on arrive à faire un peu comme ce que font les Brésiliens qui adorent le skate et qui adorent le skate de compétition comme le skate de rue et qui portent leurs athlètes vraiment d'une manière incroyable, si on arrive à être aussi fort qu'eux dans l'ambiance, dans notre vision, dans l'enthousiasme, tout peut arriver. Chez les hommes et comme chez les femmes, pardon. Est-ce que le circuit des qualifs, c'est comme pour les Jeux de Tokyo, ça passe par les Vans Series? Non, pas du tout. Là, c'est des championnats du monde qui sont plutôt... Là, récemment, on était aux Émirats Arabes Unis. Voilà, il y a un peu d'argent, ils font des skateparks assez rapidement. Ouais, j'y suis allé. Alors, je ne sais pas si c'est... Mais bon, ils ont de l'argent. Ils ont fait un skatepark. Ils ont fait un skatepark immense en très peu de temps et je pense qu'avec l'argent olympique, ça va bien ensemble. Et maintenant, les circuits, c'est un peu, ça va aller après en Argentine, après à Rome et de nouveau au Japon. Alors, je crois que le grand miam me souffle dans l'oreillette que c'est l'heure des questions du public. Est-ce qu'il y a des questions dans le public que vous souhaiteriez poser? Ne soyez pas timide. On n'a pas de questions? Ah, Marion, une question quand même. Allez. Mais si, Marion, tu as plein de questions, on le sait. Ah. Il faut peut-être un C'est micro. le moment pour un peu Marion. gênant. Non, Mario, tu veux le micro, non? Allez, Marion. oh, je vais prendre une claque. Je sens qu'elle vient me mettre une grosse Aïe, claque. aïe, aïe. Tu viens de signer un très beau film. Bon, tu veux une question? Je vais te donner une question, moi. Non, non, c'est... Ouais. Ok. Vas-y, ça va. Non, tout à l'heure, on a parlé des ajouts des JO, et après, je suis allée boire un café, alors je vais revenir à ça. Mais en fait, si on doit parler de skate féminin, etc., il faut quand même dire que les JO, il y a 3 dimensions, à mon sens, qui sont essentielles. C'est la parité. C'est eux qui ont imposé la parité dans le skate. Et il faut quand même se dire qu'avant, les compétitions, les meufs, elles n'étaient pas là. Donc, c'est eux qui ont dit du jour au lendemain, il y aura 20 skateurs filles et garçons en street et en ball. Et tout d'un coup, les marques se sont réveillées. Enfin, moi, pour l'avoir vécu de l'intérieur, c'est vraiment dans ce sens-là que ça s'est passé. Même avec Vans, même Nike, ils étaient tous à la bourre. Et tout d'un coup, ils se sont dit, ah bah ouais, c'est vrai, il faut des skateuses, alors tiens, Josette, on va te payer un petit trip. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Exact. Et après, il y a le sport, le skate inclusif avec le handi-skate, quoi. Qui n'existait pas du tout et qui a été mis en avant parce que le skate étant au JO, tout d'un coup, on a mis en avant les skateurs handicapés. Je suis allée au Dew Tour, qui était Mathias, qui était une épreuve qualificative pour les JO de Tokyo. C'était la première fois qu'ils faisaient venir des skateurs
aussi bien en fauteuil, sans bras, sans jambes, aveugles, etc. Et c'était quand même quelque chose pour eux. Et ça, tu peux pas l'enlever au JO, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, après, évidemment que c'est une grosse compète avec plein d'enjeux d'argent. Et quand c'est à ce niveau-là d'enjeux d'argent, ça pue toujours. Ça pue, hein, de toute façon, parce que c'est trop gros, quoi. Mais il y a ça. Et puis, la représentativité de tous les continents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de, quelque part, de pousser en Afrique. Ouais. Avec les JOJ qui vont arriver en 2026 au Sénégal. On a fait, en gros, il y a un mec JT qui est franco-sénégalais qui ride pour le Sénégal. Et pareil, au Dew Tour, le mec, c'était la première fois qu'il venait aux États-Unis, voilà, parce qu'il était invité en tant que Sénégalais, enfin en tant que rider pour la Fédération du Sénégal. Et ça, franchement, c'est... Bah, tu peux le tourner dans tous les sens, c'est propre, quoi. Ouais. Et on a beau dire ce qu'on veut, le milieu du skate l'avait pas fait à titre privé, donc il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. Et après, faut juste pas oublier effectivement de continuer à rider dans la rue, etc. Et puis le skate, c'est pas que de la compétition ou de la pratique, c'est un mode de vie, c'est des valeurs, c'est une façon de vivre au jour le jour. Et ça, je ne sais pas si c'est underground ou quoi, mais ça existe toujours. Et ça ne s'apprend pas en 5 minutes et ça ne s'apprend pas sur les skateparks. Et ça, c'est... Enfin, voilà, il faut vivre le skate pour faire ça, quoi. Et ça, c'est toujours underground, sauf à vouloir vivre le skate au jour le jour, tous les jours, nuit et jour, quoi. Enfin, je sais pas. Merci Marion. Non, bravo les gars. Merci. Ouais. En plus, c'est un truc dont on n'a pas du tout parlé, mais c'est vrai que le skate, même s'il n'y a pas de club, l'industrie est quand même vachement régie par les marques, et ça fait que l'industrie du skate, elle est quand même hyper centrée sur l'Europe et les États-Unis. C'est vrai qu'il y a toujours eu du skate ailleurs, mais c'est vrai qu'on ne donnait pas la chance aux riders de là-bas de bouger, de leur envoyer des colis, du matos et tout. Ça fait quelques années qu'il y a eu quelques initiatives, des gens qui vont construire des skateparks dans des pays en difficulté où il n'y a pas forcément d'infrastructure et tout. Mais c'est super récent parce que c'était vraiment très Paris, Barça, Londres, San Francisco, Los Angeles, New York, et ça s'arrêtait là, quoi. Alors qu'il y a toujours eu des skateurs partout dans enfin, il n'y a pas toujours eu, mais là ça commence à faire 20 ans qu'il y a vraiment des skateurs partout. Et ça c'est vrai, un des trucs vraiment cool des JO, c'est la parité. Et aussi le fait d'aller chercher des gars et de donner la chance à des gars du Sénégal, comme du Laos, comme du Bahreïn, comme de n'importe où, de bouger sur des compètes, des qualificatifs et tout. Alors, ils n'ont pas tous encore des infrastructures chez eux pour pratiquer correctement, mais ça va aussi arriver. Et ça, c'est uniquement à cause des JO. Parce que l'industrie n'aurait jamais poussé le truc à ce point-là. Donc ça, c'est un des trucs cool. Ça, c'est vraiment des trucs cool des JO. 100% d'accord avec toi. Tu parlais des marques. On se souvient de l'arrivée de Nike, par exemple, au début des années 2000, qui avait été vraiment... qui n'était pas du tout bien accueilli par les skateurs. D'ailleurs, ils sont partis, là. Ils ont pris tout l'argent, ils sont cassés, là. Donc là, ils ont fait comme c'était prévu. Ils ont acheté la crédibilité, ils ont donné les choses aux bons gars, ils ont en commercial, genre en façade, ils ont pris tous les OG, leur donné un chèque. Zéro sécurité de l'emploi, ils ont fait vas-y, maintenant on a la crédibilité, les gamins ils savent pas acheter autre chose que des dunks. Allez, on se casse. Et c'était prévisible parce que Nike, si demain la mode c'est l'escalade ou n'importe quoi, comme ça va risque d'arriver, ils feront Nike Escalade, ils en ont rien à foutre. Et pareil, par exemple, notamment Converse, qui appartient à Nike, hein. Eux, lentement mais sûrement, ils vont aller vers une méthode de distribution vachement plus en direct, B2C, direct de la marque à machin, boycotter les skate shops qui sont quand même un organe essentiel à la culture skate. Et ouais, les grosses marques comme ça. Le problème, c'est pas que des grosses marques viennent dans le skate, c'est qu'elles le font toujours juste pour l'image et la récupération, pas pour pousser la culture. Et ouais, Nike en est un super exemple. Alors oui, ils ont mis 15 ans de budget marketing à perdre pour s'acheter les grosses têtes, les gros filmeurs, les mecs cool, les machins. Mais dès qu'ils ont compris que c'est bon, c'était comme sur des roulettes et que le gamin aurait pu, de toute façon, il préférait acheter des dunks qu'une paire de Emerica, par exemple, qui est une marque obscure mais qui a quand même fait énormément pour le skate. Ils sont cassés. Ils ont dit à tout le monde c'est marrant, il y avait 200 gars qui recevaient des paires dans le monde, maintenant vous allez être 10. Ils ont vraiment gardé le top du top, souvent en relation d'ailleurs avec des gars qui vont au JO, et ils sont cassés. Et les skate shops, ils leur ont dit mais vous faites plus 40 000 de commandes sur l'année, vous distribuez plus de Nike. Alors c'est con, ils vont devoir aller sur notre site où il y a exactement la même gamme mais en plus à 10 € moins cher. Enfin bref, c'est triste. Nike, c'est super triste dans le skate. Toutes ces marques. Après, je vais me faire l'avocat du diable. C'est vraiment pour me faire l'avocat du diable parce que je suis pas non plus spécialement fan de Nike. L'avantage des grosses compagnies comme ça,
Nike, Adidas, Vans le fait aussi un peu, c'est que pour des meufs qui skatent et qui n'ont pas des pieds qui chaussent du 40, bah au moins on a des chaussures à notre taille, tu vois. Non, mais de toute façon, si la question c'est est-ce que le skate était de toute façon débile vis-à-vis de la question des femmes, la question de l'homosexualité, de ça, évidemment que le skate était débile et heureusement que des marques sont venues bousculer ça. Maintenant, c'est juste dommage que ça soit ces marques-là qui aient plus mangé sur la période montante du skate où tout le monde s'est mis à skater. Là, lentement mais sûrement, le skate, ça sera pas le truc parce que là, ça fait quelques années quand même que c'était sur tous les défilés de mode, sur tous les trucs, ces machins. Donc il y a eu beaucoup d'argent à se faire, enfin beaucoup d'argent à l'échelle du skate, sur l'industrie du skate. Mais au final, c'est même pas les marques corps qu'on bouffait, c'est les Nike, c'est les Adidas, ça arrive un peu en retard, mais ouais, vraiment, c'est les Nike, c'est les Converse. Et c'est super triste parce qu'au final, là, il va y avoir peut-être pas une traversée du désert, mais notamment les skate shops sont en méga difficulté. Il y a des gros problèmes de surstock, dû notamment au ralentissement de production avec le Covid et tout. Et ils n'ont pas fait les stocks nécessaires, ils n'ont pas les réserves pour tenir une traversée du désert en popularité du skate comme on en connaît. C'est un cycle, hein. Là c'était super populaire, ça va redevenir un peu claqué dans les cours de récré et dans les bars stylés, et puis dans 20 ans on voudra revoir des skateurs et tout, mais en fait il faut que c'est 20 ans, les gens qui aiment vraiment skater et les skate shops qui font vraiment bouger les trucs et les marques qui envoient les gars en trip, il faut qu'elles aient du budget, et le problème c'est qu'elles n'ont pas pu accumuler ce budget là ces dernières années. Et ce dernier truc, mais la petite différence par exemple, entre Vans et Nike, Vans c'est une méga multinationale qui appartient à VF, qui a 1500 marques qui n'ont rien à voir avec le skate. Je suis loin de dire que le mec qui gère Vans, c'est un skater core, rock'n'roll et tout. Mais le truc, c'est que Vans, ils ont très très peu de gamme à côté du skate. Si les skateurs achètent pas de Vans, bah, la moitié de la gamme Vans, elle ne marche pas. Alors que Nike, ils ont Nike Pêche, Nike Gym, Nike ce que tu veux. Ils ont inondé le marché complètement. Et le skate, c'était juste un moyen de faire encore plus d'argent. Et maintenant que là, ils voient qu'il n'y a pas ce plus d'argent, bah, ils se retirent juste, quoi. Et c'est triste. Mais sinon, les JO, c'est cool pour plein d'autres raisons, mais ça fait chier, par contre. Peut-être en conclusion, une sorte de question impossible, mais où voyez-vous le skate d'ici une dizaine d'années? Quelle sera la pratique la plus en vogue? Est-ce qu'on sera sur le street? Est-ce qu'on sera sur, je sais pas, le retour au ball? À vous de me dire, peut-être en conclusion. Non, le trottoir, les gens vont s'amuser, j'espère, toujours à rouler sur les trottoirs, le trottoir qui est devant leur maison, devant leur appartement. Et ils vont essayer de se déplacer d'une manière simple et de se retrouver entre potes et puis d'explorer un peu le quartier, je l'espère. Après, que ce soit street ou parc, je pense plutôt la rue, puisque les parcs, il faut les construire. Et j'espère que le skate sera toujours là d'ici 10 ans, mais bon, nous on sera là. Enfin, j'espère. Je touche du bois parce que là, ça commence à être chaud là. La réalité, c'est que c'est en train de ça commence à être chaud. C'est en train de fusionner en fait, parce que les gamins aujourd'hui, il y a des infrastructures partout et avec des plazas street et des balls. Donc les gamins qui commencent aujourd'hui dans les skateparks, ils apprennent les deux et en fait ils se réapproprient. Et puis après, si tu t'en tiens aux statistiques, on va tous vivre dans une ville qui est en train de s'étendre. On sera tous en ville dans les 50 prochaines années. Donc il n'y a aucune raison que le street soit pas là, quoi. Et les bols et tout ça, oui, il y aura toujours des bols, mais le bol, il faut quand même de la place. C'est pas dans la ville intramuros, quoi. Donc sans doute que le street a plus d'avenir, sans doute. Mais ouais, ça c'est clair. Peut-être Gwendoline, Ranja, le mot de la fin. Ouais, moi je dirais en termes de pratiques sportives, disciplines sportives, c'est en plein développement, en pleine structuration, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas et mieux. Et je pense qu'on aura de plus en plus d'infrastructures dignes de ce nom, de plus en plus de clubs, de plus en plus de possibilités de prendre un cours de skate et de se développer en tant que discipline. Je pense aussi qu'on est dans une société où de plus en plus on se rend compte que prendre sa voiture, prendre son machin, ça pollue, l'essence elle coûte cher. Donc aussi comme mode de déplacement, tout simplement, c'est que, comme on disait à Paris, c'est un kiff de skater juste les trottoirs. Aujourd'hui, il y a plein de gamins qui vont à l'école en trottinette. Peut-être que demain, ils iront à l'école en skate ou au travail en skate ou à la boulangerie ou je ne sais quoi. Et juste en termes de mode de déplacement, et ça, ce serait vraiment, vraiment kiffant que ça puisse se développer et que ça devienne un mode de transport et de déplacement comme un autre. Les 10 minutes pour aller chez moi, au lieu de prendre 2 stations de métro qui puent, je vais prendre mon skate pendant 5... Non mais vraiment, et aujourd'hui, il y a plein de skateurs qui font ça et qui vont jamais dans le métro parce que c'est chiant et que le métro, il est blindé. Et peut-être que pour les petits trajets, ça peut devenir aussi le mode de déplacement de demain, quoi. Et moi je pense que la pratique street de toute façon elle va toujours exister vu que c'est comme ça qu'est né le skate et donc forcément ça existera toujours.
Et je pense que avec les JO, les contests, et trucs comme ça, je pense qu'il va y avoir une réappropriation des JO par les skateurs, ça c'est sûr. Et sûrement une sorte d'entremêlage justement entre le street et les contests. Et ouais, il y en a qui ont commencé en fait le skate là maintenant, où les contests ont une énorme place. Et je pense que pour eux, c'est un petit peu normal que les deux cohabitent, que ce soit le street et les contests. Voilà. Merci au public, merci à nos invités. Merci à Grande Contrôle.